Merci beaucoup, Marthe. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que la journée commence assez bien, je trouvais ça vachement intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je vais aussi y aller un petit peu de mon petit mot et vous remercier d'être présents aussi nombreux aujourd'hui, parce que franchement, bah oui, comme le disait Odile, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès. Ik wil me echt verontschuldigen voor mijn Nederlandstalige vrienden die hier aanwezig zijn vandaag. Mijn Peter is hier, hij is Nederlandstalig, dus ik ben echt beschaamd. We zullen heel weinig Nederlands spreken vandaag. En het is echt, ik voel me niet op mijn gemak op dat vlak. En dus ik reken op uw medelijden. Dank u. Bien, alors à moi, après cet exposé effectivement relativement théorique, moi ce matin, je vais essayer de vous situer les petits riens dans ce paysage, comme on l'a vu, qui est assez vaste, de l'économie sociale. Et donc, on vous a invité, on vous offre à manger, etc. On va en profiter aussi pour un peu faire notre publicité. Hein. Vous pensez bien qu'en tant qu'une entreprise, on ne fait jamais rien tout à fait gratuitement non plus. D'accord ? Alors, les petits riens, c'est qui ? C'est quoi ? Les petits riens, j'ai envie de dire, c'est une bande d'enragés. Et ça l'a toujours été. Je crois que l'abbé Froidure, à la création, à la fondation des petits riens, c'était un indigné. C'est un mot qui a beaucoup été utilisé. Mais aujourd'hui encore, c'est vrai, au sein des petits riens, dans le personnel des petits riens, les gens qui travaillent chez nous, on est une bande d'enragés. Et Marthe t'en parlait tout à l'heure, on est enragés, en tout cas en partie. On est enragé parce qu'on constate dans notre société aujourd'hui des inégalités flagrantes. Vincent Doumier en parlait, 123 millions de personnes en Europe qui vivent dans des situations de précarité, de pauvreté, alors qu'on produit des richesses incommensurables. Okay, et on ne parle que de l'Europe, on ne parle pas du monde, où c'est encore bien pire en termes de différence. Chez nous, ça nous indigne, pour ne pas le dire autrement. Et on trouve que les manuels économiques, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui disent que l'entreprise, le but de l'entreprise, c'est de maximiser le profit, ils foutent un peu la merde. Pour ne pas le dire autrement, ces manuels économiques. Et voilà pourquoi, depuis maintenant 1937, nous voulons entreprendre pour lutter contre la pauvreté. Voilà ce qu'on essaye de faire chez nous au quotidien. Alors, pour expliquer ça et essayer de nous situer, nous, on utilise un autre petit schéma qui dit en fait que toute entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur d'activité, et Marthe le disait, et on voit, et heureusement il y a cette tendance, toute entreprise, quelle qu'elle soit, elle a la capacité d'être sociale. En fait, vous voyez le petit schéma, on a une entreprise qui va dégager du profit économique, ok, mais en tout cas dans notre métier, ce qu'on fait nous aujourd'hui au Petit Rien, on a cette activité économique, vous la découvrirez tout à l'heure et vous aurez l'occasion de visiter nos installations, etc. Cette activité dégage du bénéfice. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinvestir ce bénéfice soit dans l'activité, soit l'utiliser à financer de l'action sociale. Mais notre conviction, c'est que c'est possible pour toutes les entreprises. Quel que soit le secteur d'activité, une entreprise pourrait décider, si ses actionnaires l'acceptaient, de réduire une partie de son bénéfice financier pour aller l'investir dans du bénéfice social ou du bénéfice environnemental. Alors, les petits riens, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi nos activités ? Comme je le disais, vous aurez l'occasion de le découvrir lors de la visite, donc je vais être assez bref sur cette partie, mais en quelques mots, nous collectons, nous trions, nous revendons des objets de seconde main. Ça va du textile, en passant par le mobilier, le gros électroménager, etc. Ça représente 7100 tonnes d'objets collectés chaque année, triés, remis en état, revendus dans un circuit aujourd'hui de 20 boutiques et qui deviendra dans les 3 ans à venir 30 boutiques. En fin 2014, ça générait un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros. Un dernier mot, et on en parlait, il y avait une émission récente, Question à la Une, pour ne pas la citer, qui en parlait également, nous devons faire face à une énorme concurrence. On est une entreprise, on est sur un marché. Le marché de la seconde main, effectivement, au début, il a fallu le défricher. En 1937, la seconde main, c'était pour les pauvres. Aujourd'hui, la seconde main, c'est à la mode.
Okay, on y a participé avec nos défilés. Je crois qu'il y a vraiment des transformations dans notre société qui font qu'aujourd'hui, la seconde main, c'est à la mode. Et donc, c'est un marché qui est devenu, au fil du temps, très concurrentiel. J'essaie de retrouver des chiffres. C'est très difficile de trouver des chiffres sur le marché de la seconde main, mais on parle d'un marché au niveau mondial de plusieurs milliards de dollars. Quand on prend en compte non seulement les vêtements, mais également tout ce qui est appareil, industrie, matériel de seconde main, etc. On parle d'un marché de plusieurs milliards de dollars. Il faut bien se rendre compte qu'on est des gentils, mais on ne peut pas être trop gentil non plus. Et donc ça va mettre une pression, Marthe le disait encore, ça va mettre une pression sur notre entreprise pour être efficace. Donc dans tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va entreprendre, on va avant tout devoir rechercher l'efficacité, parce qu'on va en parler après, on génère du bénéfice et on le redistribue. Si on ne génère pas de bénéfice, on ne peut pas le redistribuer, on ne peut pas boucler la boucle. Okay. Alors, bénéfices financiers, on va parler de chiffres aussi, hein, c'est une de nos valeurs, la transparence, donc on va parler de chiffres. Et donc, si nous étions une entreprise classique qui travaille dans la collecte, le tri, la revente d'objets de seconde main, eh bien, je vous annoncerai, chers actionnaires, que l'année 2014 a été une bonne année. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros sur notre activité économique, ce qui nous a permis de générer un bénéfice d'1,5 million d'euros. Vous voyez que c'est assez lucratif comme marché, vous comprenez maintenant pourquoi ça en attire d'autres. Et donc, chers actionnaires, nous allons avoir le plaisir de pouvoir distribuer ces dividendes et aller se faire un bon gueuleton avec cet argent bien gagné. Pour nos détracteurs, qui j'espère sont présents, parce que ce qu'on aime aussi chez nous, c'est le débat, je tiens quand même à préciser que cette activité économique, contrairement à ce qu'on pense parfois au niveau des entreprises sociales, en tout cas chez nous, elle est financée à 5%. Okay ? Donc nous fonctionnons à 95% sur nos fonds propres, sur l'activité. Il n'y a que 5% de notre chiffre d'affaires qui provient de subsides. Bien. Bon. Je suis désolé, vous n'êtes pas actionnaire et le 1,5 million, on ne va pas pouvoir se le partager. Hein, ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce qu'en fait, on n'est pas non plus vraiment uniquement une société qui a un but de lucre, comme vous le savez, sinon il n'y aurait pas de colloque aujourd'hui. Mais donc, on est une société avec des visées sociales. Comment ça se traduit dans notre quotidien ? Ça se traduit en objectifs, puis après on va les mesurer, on va fixer des indicateurs, etc. On va essayer de mesurer notre performance, on va travailler avec la chaire pour mesurer notre performance sociale. Et ces objectifs, les objectifs de notre activité économique, on les décline en 4 grands points. Il y a Sébastien qui est le directeur de tous nos magasins et qui les connaît par cœur. Mais donc, les objectifs de notre activité économique, il y en a 4. Le premier, c'est de générer des fonds pour financer l'action sociale. Donc, mesdames et messieurs, notre premier objectif, les petits riens, en tant qu'entreprise sociale, c'est de faire du bénéfice. Okay ? On est des gentils, mais on veut faire du bénéfice quand même. Il n'y a rien de mal à faire du bénéfice. Le deuxième objectif qu'on poursuit dans l'activité économique, ça va être de permettre de constituer une plateforme d'insertion pour des publics précarisés, éloignés du marché de l'emploi. Le troisième objectif qu'on poursuit, c'est de permettre à des personnes précarisées d'acquérir des biens de qualité à bas prix. Ça, on va retrouver ça dans nos magasins, via des dons en matériel, etc. qu'on va faire. Et puis le quatrième objectif qu'on poursuit, c'est d'éviter la mise en décharge d'un maximum de déchets, avoir un comportement écologiquement responsable. Je reviens à ma petite entreprise qui connaît pour l'instant pas trop la crise, et pourvu que ça dure. On génère 1,5 million d'euros de bénéfices. Comme je vous le disais, malheureusement, on ne va pas pouvoir se le partager. Et puis, en fait, ce n'est pas vraiment 1,5 million d'euros qu'on a généré, puisque ce qu'on a décidé de faire, c'est une forme d'arbitrage entre le bénéfice financier, les bénéfices sociaux et environnementaux qu'on peut dégager dans une activité. Parce qu'on a décidé, c'est de faire un arbitrage et de réinjecter de ce 1,5 million environ un demi-million, 485 000 euros, dans le développement, la génération de bénéfices sociaux. On n'investit pas réellement d'argent dans la génération de bénéfices environnementaux, quoique ici, dans une, on a pas mal investi. J'y reviendrai juste après. Alors, ces bénéfices sociaux, et donc à quoi est-ce qu'on a utilisé votre bénéfice et vos dividendes ? Eh bien, j'en parlais juste il y a un instant, à atteindre les autres objectifs que celui de générer du bénéfice pour financer l'action sociale, et donc les autres objectifs qui sont dans l'activité, qui se retrouvent dans l'activité, qui sont l'accès à des biens de qualité à des personnes qui ont peu de moyens. On voit un chiffre, là, on a distribué pour 245 000 euros de dons de marchandises à toute une série de personnes qui s'adressent à nos services sociaux. Je reviendrai sur les services sociaux plus tard. Mais donc ça, c'est 250 000 euros du bénéfice qui sont évaporés par là. Il y a d'autres options
qui sont plus difficiles à mesurer, mais qu'on prend par exemple en favorisant l'activité mobilier et les gros meubles. Donc dans nos activités, dans nos produits, on a par exemple, on va aller collecter, trier, revendre du mobilier, des lits, des garde-robes, etc. Ce sont des produits sur lesquels on a du mal à équilibrer le résultat. On est limite au break-even, on perd même parfois un peu d'argent. Il y a E.T. Kearney qui venait faire une étude chez nous récemment pour essayer d'améliorer notre performance économique et qui nous dit, les gars, vous avez 1500 m² de surface de vente rue américaine pour le meuble, c'est une activité sur laquelle vous perdez de l'argent, réduisez-la à 200 m², sortez tous vos meubles, mettez-les dans un entrepôt à Anderlecht, ça vous coûtera bien moins cher, et puis comme ça, vous pourrez utiliser les mètres carrés rue américaine qui valent beaucoup plus à faire autre chose de bien plus lucratif. Okay, nous n'avons pas retenu cette option. Pourquoi? Parce que le mobilier, c'est un produit qui est très fortement demandé par notre clientèle sociale. Okay, donc ça, c'est un choix de gestion qu'on fait concrètement qui pénalise notre bénéfice, okay, mais qui va améliorer, enfin qui va pénaliser notre bénéfice financier, mais par contre qui va améliorer notre bénéfice social. Okay. Autre bénéfice social, on en parle et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est tout ce qui est insertion, mise au travail de personnes éloignées du marché de l'emploi. Comme vous le voyez, il y a 843 personnes qui sont passées chez les Petits Riens l'année dernière, dont 225 salariés qui constituent vraiment l'épine dorsale de notre entreprise et qui vont encadrer, accompagner 220 personnes en insertion, des volontaires également qui nous soutiennent. On parlait de modèle hybride, de ressources hybrides, et on y est vraiment. Les résidents, les sans-abri qui sont hébergés, nous hébergeons des sans-abri, j'y reviendrai, mais donc il y a des résidents qui participent aux activités, puis des personnes qui prestent des peines de travail, des stagiaires, etc. Là, ça a un coût. Cette main-d'œuvre, malgré ce qu'on croit, même si elle ne coûte pas cher, a également un coût, puisqu'il va falloir l'encadrer, la former. Vous pensez bien que si on prend des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas employables directement, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentables, pas assez performants par rapport à un critère strictement économique. Et donc, ça génère des moins-values. Encore une fois, ça réduit votre bénéfice. Bénéfice environnemental. Alors là, c'est quelque chose qui est plus intrinsèque à notre activité. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on va investir. En tout cas, on a investi par le passé. Comme je vous disais ici, dans le bâtiment où vous êtes, on a beaucoup investi. Entre autres, au niveau de l'environnement. Donc là, ça a un coût. Il n'est pas mesuré ici. Mais tout de même, notre activité, intrinsèquement, génère un bénéfice environnemental assez important, puisque je parlais de 7100 tonnes qu'on collecte chaque année. Sur ces 7100 tonnes, il y en a 6300 parfaits qui vont être revalorisés, réutilisés, recyclés, revendus, et en tout cas qui n'atterriront pas dans la poubelle. Okay, et donc, si vous faites la déduction, il n'y a plus que 700 tonnes de déchets à la fin de notre activité, alors qu'il y en avait 7000 au début. Bien, notre entreprise sociale, comment est-ce qu'elle se porte? On avait généré notre bénéfice d'1,5 million, on en a réinvesti, comme on disait, 485 000 dans des bénéfices sociaux directement dans l'activité. Alors, à côté de ça, au Petits Riens, on collecte également des fonds. On est une ASBL et je vous invite à la sortie, ne pas oublier de signer votre petit virement si vous le souhaitez. Franchement, on en a besoin aussi. À côté de ça, on a la chance effectivement de bénéficier d'un historique. On existe depuis 1937 et donc on bénéficie d'un certain patrimoine, patrimoine entre autres immobilier, qui nous permet de loger des personnes sans abri après leur passage dans des maisons d'accueil. Ça nous génère des loyers et donc grâce à notre patrimoine, on arrive également à générer des fonds. La recherche de fonds plus le patrimoine, c'est 800 000 € de bénéfices qu'on peut ajouter. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Si on fait l'addition, la soustraction, l'année dernière, fin 2014, on avait 1 800 000 € qu'on pouvait réutiliser. Okay. Comment est-ce qu'on a utilisé cet argent? D'une manière tout à fait classique comme toute entreprise, 700 000 € qui ont été réinvestis dans le bâtiment ici, des frais directs qui ont été imputés sur l'année 2014. Ça, c'est du réinvestissement dans l'outil économique. Et puis, à côté de ça, 1 400 000 € qui ont été transférés, utilisés, investis dans nos actions sociales. Je vous le disais au début, notre mission, on est des enragés, on trouve que notre société, elle est injuste, on veut entreprendre contre la pauvreté. Notre expérience nous a appris que donner un travail à des personnes, permettre à d'autres de s'équiper avec des biens de qualité, etc., c'est une chose, et c'est déjà formidable en soi, et si toutes les entreprises du monde pouvaient arriver à ce résultat-là,
je crois qu'on irait déjà nettement mieux. Mais notre expérience nous a appris que ça n'était malheureusement pas suffisant pour sortir les personnes qui sont victimes de pauvreté de leur situation. Et donc, nous devons faire une sorte d'arbitrage entre le bénéfice économique, le bénéfice social dans l'activité, le bénéfice environnemental. Pourquoi ? Parce qu'on veut générer du bénéfice, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif de l'activité, c'est avant tout générer du bénéfice pour financer de l'action sociale qui est nécessaire pour atteindre notre mission de lutte contre la pauvreté. Alors je sais qu'on est dans un colloque sur l'économie sociale, mais je vais tout de même prendre un petit temps pour vous expliquer ce qu'on fait également du côté social, purement social. Oui, parce qu'en plus de tout ce qu'on fait déjà dans l'économique, on fait aussi beaucoup de choses dans le social. On est des enragés, donc on aime bien s'amuser. Et donc, au niveau de notre action sociale que l'on finance grâce à l'activité économique, notre mission est de lutter contre la pauvreté. Alors, comme je le disais, la pauvreté, donner un emploi, c'est une chose, mais la pauvreté, elle est multifacette. Et être dans une situation de pauvreté, ça n'est pas seulement ne pas avoir un emploi. C'est souvent cumuler plusieurs facteurs, plusieurs manques. Alors, ce sont des manques qui peuvent se retrouver, on l'a dit, au niveau de l'emploi, ce sont des manques, bien évidemment, qui peuvent se retrouver au niveau du logement, au niveau de la santé, au niveau du budget, au niveau des loisirs, et je préfère le terme de lien social, même si on le comprend parfois moins, mais le fait d'avoir un réseau, et ne pas avoir de réseau social quand on est en difficulté, pas avoir une famille, un ami chez qui on peut aller le temps de se remettre debout et de repartir, c'est une forme de pauvreté. C'est une des formes de pauvreté d'ailleurs les plus dures dans notre société aujourd'hui. Donc, dans cette définition de la pauvreté, comment est-ce que nous, on va essayer d'agir ? On se fixe un but, on le voit, la personne est au centre, et ce qu'on va viser, c'est permettre à la personne de redevenir autonome, le plus autonome possible. Alors autant l'économie sociale c'est difficile à définir, autant la pauvreté c'est difficile à définir, et autant l'autonomie c'est difficile à définir, parce que qu'est-ce que c'est être autonome ? Qui est réellement autonome ? Qui peut dire qu'il est 100% autonome ? Je parlais de la famille, on a besoin d'un coup de main, d'amis sur qui on peut compter quand on a un coup dur, etc. Personne n'est 100% autonome, il y a des degrés d'autonomie différents. Ce que nous allons chercher dans notre travail social, c'est vraiment à permettre à la personne de regagner le plus d'autonomie possible, en fonction de sa situation, ses capacités, son histoire, son vécu. La première chose qu'on va faire, il y a pour atteindre cet objectif, on met en place quatre axiomes. Le premier, c'est qu'on va partir dans une approche globale. Comme je vous le disais, la précarité, la pauvreté, c'est une réalité multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un problème de santé, on n'a pas entretenu sa santé, parce qu'on avait des problèmes de logement, parce qu'on avait un huissier qui nous courait après, et qu'on n'avait pas le temps d'aller chez le médecin ou pas l'argent pour acheter des médicaments. Okay ? Donc la pauvreté est multidimensionnelle, et on doit l'approcher. Si on veut réussir à atteindre des résultats satisfaisants, si on peut parler comme ça, on doit l'approcher dans cette multidimensionnalité. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est travailler autour d'un projet personnel. Il est fondamental, chez nous, on va pas essayer d'imposer une solution à une personne, on va lui demander quel est son projet, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut devenir, c'est quoi son rêve. On aime beaucoup le rêve chez nous, on aime beaucoup rêver. Et donc on va lui poser la question, c'est quoi ton rêve ? Et on va essayer de l'accompagner pour atteindre ce rêve, pour autant qu'il soit réaliste, etc. Donc il y a aussi tout un travail pour parfois remettre les personnes un peu les pieds sur terre. Je vous rassure, il n'y a pas qu'au niveau des personnes précarisées qu'il faut les remettre sur terre. De temps en temps, moi-même, il faut me remettre les pieds sur terre. Odile, ça va le timing ? Parfait. Ensuite, troisième axiome, c'est essayer de construire des solutions à long terme. Alors on nous pose souvent la question et on se demande qu'est-ce que vous faites les petits riens pour les sans-abri qui meurent de froid dans la rue en hiver. Malheureusement, malgré les montants que je vous ai cités juste avant, la pauvreté elle est énorme. Quand on dit qu'il y a 123 millions d'Européens qui sont en situation de précarité, vous comprendrez bien que ce n'est pas avec mon petit million d'euros là, que j'ai généré, ou le million 8, pardon, quand on rajoute la récolte de fonds, etc. On n'arrive pas à tout régler tout seul. Et on a besoin de vous, on en reparle juste après. Pas seulement pour les dons financiers, certainement pas seulement pour ça. Mais donc, on est obligé de se limiter, de cibler notre action. On va cibler une action sur le long terme. Okay ? Quand on dit on vise un objectif pour ces personnes de reprendre leur autonomie, ça implique qu'on va être moins dans l'aide d'urgence, dans l'aide de première ligne, et donc dans l'hébergement, par exemple, au niveau des sans-abri, on ne va pas offrir de l'hébergement d'urgence pour des sans-abri. Par contre, ce qu'on va faire, c'est offrir un hébergement sur le long terme.
Et donc, au lieu que la personne rentre le soir à 20h dans notre maison d'accueil et doive en ressortir le lendemain à 6h du matin, chez nous, ils ne peuvent pas rentrer comme ça, ils doivent rencontrer un travailleur social avec qui on va travailler et discuter de leur projet. Et voir si ce projet cadre avec le nôtre, et s'il y a moyen de s'entendre, et si on va pouvoir construire quelque chose ensemble. Okay. Et donc, par ce biais-là, et avec toutes les personnes, on applique ça un peu partout dans notre entreprise, on va essayer de construire des solutions sur le long terme avec la personne. Le dernier point, bien évidemment, c'est fondamental, encore une fois, autant on ne va pas imposer un projet à la personne, autant quand on va construire ce projet, on va encadrer la démarche, mais on ne va pas faire les choses à la place de la personne. Okay. Comme je dis toujours à mes enfants, ça ne tombe pas tout cuit des arbres. Hein. Donc, si tu veux quelque chose, tu te bouges et tu vas le chercher. C'est le même discours qu'on va tenir à un sans-abri qui rentre dans notre maison d'accueil. Nous n'allons pas te donner un travail. Tu vas te former, tu vas travailler, tu vas suer, et tu vas râler, tu vas pester, tu vas en chier, excusez-moi. On sait que je suis un peu... Ouais, bref. Mais donc, ça va être dur, mais tu dois le faire. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois sortir de ta situation. Moi, je ne suis pas le Père Noël, je n'ai pas une baguette magique, je ne sais pas te sortir de ta situation. Je crois que c'est... Bon, pas trop philosopher, mais un rêve que certains de nos politiciens, et pas d'autres, hein, il y en a des très bien, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, donc ils ne se sentent pas visés, mais certains de nos mauvais politiciens qui ne sont pas dans la salle nous vendent parfois ce rêve et nous disent « je vais régler vos problèmes de pauvreté, je vais régler vos problèmes d'injustice, je vais régler vos problèmes d'insécurité ». Excusez-moi, je ne crois plus au Père Noël. Okay. On rentre un tout petit peu dans le détail de notre action sociale. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais être assez bref là-dessus, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? En termes de solutions, qu'est-ce qu'on va essayer de proposer donc, aux personnes qu'on accompagne ? Tout d'abord, des solutions au niveau du logement. Comme je vous le disais, on a des maisons d'accueil. On a 2 maisons d'accueil aujourd'hui à Bruxelles. Une très grosse, très généraliste, qui s'adresse quand même aux hommes. Et puis un projet qu'on a monté maintenant il y a 3 ans, qui s'adresse à une tranche plus spécifique des 18-24 ans. On parlait des jeunes précaires à Bruxelles, 40% aujourd'hui, c'est énorme. Il y avait vraiment un problème. Et j'ai oublié de le dire, mais notre approche sociale, elle va être une approche commerciale du social. Non, c'est peut-être pas commercial, mais en tout cas, elle va être très technique et pragmatique. Et donc, on considère le marché, on considère la pauvreté comme un marché. On analyse ce marché. On essaie de savoir qui sont nos clients, qui sont les personnes victimes de pauvreté. On essaie de savoir quels sont leurs besoins, okay, et on essaie de savoir comment on peut y répondre. Donc, on va appliquer une approche marketing, en fait, pour analyser la pauvreté et essayer de cibler nos actions pour être le plus efficace possible. Qui trop embrasse mal étreint, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais je crois que c'est en ciblant parfois nos actions, c'est très cruel parce qu'on doit être sélectif, mais ça nous permet par contre d'apporter une véritable solution à la personne. Voilà ce qui nous a amené à créer ce projet d'une maison d'accueil pour jeunes de 18 à 24 ans, 15 lits, très spécifiques, très cadrés, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui qui démontre, en tout cas qui apporte de beaux résultats. Ensuite, je parlais d'un patrimoine immobilier, on a développé, toujours dans cette idée d'offrir des solutions long terme, tout un suivi post-hébergement. Donc les personnes, quand elles quittent notre maison d'accueil aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, on a la possibilité, avec le patrimoine immobilier, et puis avec les équipes et les financements qu'on reçoit, et le financement que génère l'activité économique, on a la possibilité de suivre les personnes dans leur logement, de les accompagner dans cette reprise d'autonomie, cette prise d'autonomie pour certains. Quand vous avez un jeune qui a été hébergé dans des foyers d'accueil, dans des services de protection à la jeunesse, etc. Depuis le plus jeune, il n'a jamais vécu tout seul, il ne sait pas c'est quoi être autonome. Donc il y a vraiment tout un travail d'accompagnement à faire et on essaie de ne pas trop les maintenir longtemps dans une maison d'accueil parce que si cette personne reste trop longtemps là-dedans, elle reste institutionnalisée. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'on veut éviter, toujours dans cet objectif, d'atteindre l'autonomie. On travaille également sur l'alimentation. Je vous disais, on ne fait pas d'aide de première urgence, mais l'alimentation, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental en termes de besoins, avoir un toit, une sécurité, de l'alimentation, des vêtements, etc. Donc on travaille vraiment quand même sur les besoins primaires. On distribue des repas chauds, mais on a également une épicerie sociale. On fait du commerce, on fait du business social, on vend de la nourriture aux pauvres. Je sais, c'est affreux, c'est horrible. Si ce n'est qu'on va le vendre à un prix largement en dessous du marché, puis qu'on va accompagner les personnes dans leur processus d'achat, de sélection des produits, leur expliquer, tiens, c'est quoi le prix du neuf ? Attention, là, il y a une publicité mensongère. Attention, là, vous risquez de vous faire avoir. Tiens, pour des personnes... Alors, on a une multiculturalité énorme à Bruxelles. Il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec nos produits. Donc, on va faire des cours de cuisine, etc. Essayer de travailler sur une alimentation saine, etc. Donc ça, c'est le travail sur l'alimentation. La santé,
J'en parlais tout à l'heure, ça c'est une très grosse carence. C'est un des premiers budgets qui saute quand on commence à être dans les difficultés. C'est le budget de la santé. C'est assez horrible, mais c'est comme ça. Et donc on a développé dans nos maisons d'accueil, à l'extérieur, des services médicaux. On a également créé, il n'y a pas longtemps, un service qui s'appelle Ciner Santé et qui accompagne les personnes qui souffrent d'assuétude. Il faut savoir que 90% à peu près de nos résidents hébergés, 85 à 90% de nos résidents hébergés dans notre maison d'accueil, ont des problèmes de consommation un peu trop régulière d'alcool. Okay, donc c'est pour ça qu'on a créé ce service qui va les accompagner dans leur, si ils ont le souhait, encore une fois, de se défaire de cette mauvaise habitude. Un soutien dans les soucis quotidiens. Là, c'est des centres de services sociaux qui s'adressent à des familles, à des personnes en difficulté et à qui on va prodiguer toute une série de conseils juridiques, les aider encore une fois dans leurs problèmes et dans leurs projets de tous les jours. Et enfin, une vie sociale et des loisirs. Je parlais de l'importance du lien social et du fait que la différence, on dit souvent ça chez nous, mais la différence entre un pauvre et un sans-abri, c'est le fait qu'il ait encore ou non des liens sociaux, une vie sociale, des amis chez qui il peut aller héberger le temps de se redresser, une famille chez qui il peut être hébergé quelques semaines, quelques mois, le temps de se remettre sur pied. Vous en avez, vous êtes dans une situation précaire, vous n'en avez pas, vous êtes un sans-abri. Okay, donc l'importance de ce lien social qu'on va essayer de travailler à travers toute une série d'activités pour que ces personnes qui ont des liens qui se sont détruits ou qui n'en ont jamais eu puissent les reconstruire. Bien, il me reste 3 minutes, je résume. L'entreprise sociale des petits riens doit générer du bénéfice pour financer son action sociale, doit faire des arbitrages quand elle génère ce bénéfice, elle doit résister à une pression concurrentielle, pression du marché, on est sur un marché, c'est une activité économique. On va faire un arbitrage et on va réinvestir nos bénéfices dans notre action sociale en dessous, mais également dans l'activité en elle-même. Et ça, c'est une des façons qu'on a trouvées pour entreprendre contre la pauvreté. Mais comme je vous le disais au début de cet exposé, et puis la raison aujourd'hui de ce colloque, en fait, et la raison pour laquelle vous êtes ici présents, c'est que tout seul, on ne va pas y arriver. Okay, on a besoin de vous. La pauvreté, les 123 millions d'Européens... On se donne, croyez-moi, on se donne, mais on ne va pas y arriver tout seul. On est convaincu, notre conviction, c'est quoi? C'est que, je le disais, il faut changer les manuels d'économie. Okay, il faut changer ces manuels d'économie. Il faut changer le modèle économique capitaliste dominant qui vise uniquement la maximisation du profit économique. Ça doit changer, notre société ne peut pas continuer à évoluer comme ça. On n'y arrivera pas tout seul. Okay, on a besoin de vous. Bien sûr, si vous voulez faire des dons financiers, je serais ravi de vous accueillir. Mais on a surtout, je crois que c'est plus important, on a besoin de vous, et c'est un peu l'ambition de ce colloque aujourd'hui, c'est de vous donner des idées, de donner de la visibilité. On parlait tout à l'heure, donner de la visibilité à l'économie sociale, aux problèmes que le système crée aujourd'hui et aux solutions qui existent. Montrer qu'on peut démontrer que c'est possible. Okay, aujourd'hui, j'espère pour vous que vous ressortirez ce soir avec plein d'idées, plein de réflexions, etc. Puis j'espère surtout que vous sortirez ce soir avec un mot en tête. Moi, c'est mon objectif de la journée, c'est que vous sortiez avec le mot espoir. Il y a de l'espoir. Il y a des choses qui ne vont pas bien, ok. Il y a des choses qui vont bien. C'est normal, nos sociétés, nos civilisations évoluent, ok. On n'est pas en ce moment sur la meilleure des voies, mais il y a de l'espoir, ok. J'espère aujourd'hui, c'est notre ambition, de démontrer que c'est possible. C'est possible de faire l'économie autrement. On n'est pas les seuls et on aimerait être de moins en moins seuls. Merci à vous toutes et tous. Très bonne journée.